Dans les collines ondulantes de Saint-Léon-sur-Vézère, où le temps semble s'écouler au rythme des cigales et du parfum persistant du bois brûlé, Étienne menait une existence rythmée par la solitude. Sa cabane en pierre, nichée entre les chênes centenaires, témoignait de années d'isolation volontaire. Depuis qu'il avait accompagné sa bien-aimée épouse vers son repos éternel sur la colline voisine, le cow-boy français avait tourné le dos au monde extérieur, préférant la compagnie silencieuse des arbres et de ses souvenirs. Ce matin-là, un épais brouillard matinal enveloppait la propriété, créant une atmosphère presque mystique. Étienne, comme chaque jour depuis des années, effectuait sa routine habituelle. Nourrir les quelques animaux qu'il gardait, vérifier les clôtures, réparer ce qui devait l'être. Ses mains calleuses témoignaient de décennies de labeur. Et chaque geste portait la précision de celui qui a appris à ne compter que sur lui-même. Le silence fut brisé par un bruit inhabituel sur le sentier étroit qui menait à sa demeure. Étienne leva les yeux de la planche qu'il était en train de raboter et tendit l'oreille. Des pas légers, hésitants, s'approchaient. Ce n'était pas le pas lourd du facteur, ni la démarche assurée des rares visiteurs qui s'aventuraient parfois jusqu'ici. Apparut alors une silhouette frêle sur le chemin poussiéreux, une petite fille aux cheveux emmêlés, pieds nus et couverts de boue, les vêtements déchirés par les ronces. Ses yeux, d'un bleu profond troublant, portaient une maturité inquiétante pour son jeune âge. Elle s'avança de quelques pas incertains, croisa le regard de Étienne, puis s'effondra sans un mot. L'homme, d'ordinaire si réservé, ne put rester indifférent face à cette vision. Il abandonna ses outils et se précipita vers l'enfant. Elle respirait faiblement, visiblement épuisée par la faim et l'épuisement. Sans hésitation, il la porta à l'intérieur de sa modeste demeure et l'installa sur le vieux canapé de cuir usé près de la cheminée. Pendant 2 jours, la petite fille demeura dans un état de semi-conscience, acceptant silencieusement les bouillons et les morceaux de pain que Étienne lui proposait avec une patience inhabituelle. Il ne posait aucune question, respectant ce mutisme qui lui rappelait son propre rapport au monde. Cet enfant portait manifestement le poids de secrets qu'elle n'était pas prête à partager. Le 3e matin, alors que Étienne préparait du café sur son vieux poêle à bois, des pas résonnèrent à nouveau sur le sentier. Cette fois, ils étaient plus lourds, plus déterminés, mais portaient une certaine hésitation. Une femme apparut dans l'encadrement de la porte entr'ouverte. Claire, était le nom qu'elle murmura en guise de présentation, était une femme d'une 30aine d'années, aux traits fins mais marqués par la fatigue. Ses vêtements froissés et ses cheveux châtains en désordre trahissaient un voyage difficile. Mais était son regard qui frappait le plus, un mélange d'urgence et de méfiance, comme celui de quelqu'un qui a appris à ne faire confiance qu'à contre-cœur. « C'est ma fille », dit-elle simplement en désignant l'enfant qui venait de se réveiller et courait vers elle. Elle, étreinte entre la mère et la fille, révélait un amour profond, mais aussi une tension palpable, comme si elles portaient ensemble un fardeau invisible. Étienne observa cette scène de retrouvailles avec une émotion qu'il pensait avoir enterrée depuis longtemps. Claire expliqua brièvement qu'elles avaient eu des difficultés et avaient besoin d'un refuge temporaire. Elle ne donnait aucun détail, et Étienne n'en demandait pas. Il connaissait la valeur du silence et respectait celui des autres. « Vous pouvez rester », dit-il simplement, surpris par sa propre générosité. Il y a une chambre à étage. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, la cabane d'Étienne résonna de voix autre que la sienne. Claire aidait à préparer le repas pendant que Élodie, était le prénom de la petite fille, explorait timidement les environs. L'atmosphère, bien que tendue, portait quelque chose de nouveau, l'espoir fragile d'un nouveau commencement. Pourtant, Étienne ne pouvait s'empêcher de remarquer certains détails troublants. Claire sursautait au moindre bruit extérieur, vérifiait constamment les fenêtres et son regard se perdait souvent dans le vague, comme si elle calculait en permanence des possibilités d'évasion. Élodie, de son côté, semblait porter un secret trop lourd pour ses jeunes épaules,
parlant peu et observant tout avec une attention d'adulte. Alors que la nuit tombait sur les collines de Saint-Léon-sur-Vézère, 3 destins venaient de se croiser dans cette cabane isolée, sans que personne ne puisse encore imaginer les révélations et les bouleversements que cette rencontre allait apporter dans leur vie silencieuse. Si cette histoire t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de donner un like. Dis-nous de quelle ville tu nous regardes. On continue. Les jours qui suivirent l'arrivée de Claire et Élodie s'installèrent dans une routine étrange, mais apaisante. Étienne, habitué à la solitude, découvrait avec surprise qu'il appréciait cette présence discrète. Claire S. était révélée d'une aide précieuse. Elle cuisinait avec une habileté remarquable, réparait les vêtements usés et entretenait la maison avec un soin méticuleux qui rappelait à Étienne des souvenirs lointains et doux amers. Élodie, quant à elle, explorait chaque recoin de la propriété avec la curiosité naturelle de l'enfance, mais toujours sous le regard vigilant de sa mère. Elle avait trouvé refuge particulier près du vieux puits, où elle passait des heures à observer les reflets dans l'eau sombre, murmurant des mots incompréhensibles comme si elle conversait avec des amis invisibles. Un matin, alors qu'Étienne réparait la barrière du petit enclos, sa pioche heurta quelque chose de métallique dans la terre meuble près de la maison. Intrigué, il creusa délicatement et découvrit un petit collier en argent terni. Le pendentif portait une gravure à peine lisible. Élodie. Son cœur se serra. Comment ce bijou avait-il pu se retrouver enterré là, alors que la fillette venait d'arriver? Il tendit l'objet à Claire lorsqu'elle sortit pour étendre le linge. Le visage de la jeune femme se figea instantanément, ses joues perdant toute couleur. Ses mains tremblèrent légèrement quand elle prit le collier. Je ne l'ai jamais vu, balbutia-t-elle. Mais son hésitation était palpable. Élodie a dû le perdre en jouant. Il était enterré, Claire, dit doucement Étienne, profondément enterré. Le silence qui suivit était lourd de questions non posées et de réponses évitées. Claire glissa rapidement le collier dans sa poche et retourna vers la maison, laissant Étienne perplexe au milieu de son jardin. Cette nuit-là, des murmures réveillèrent Étienne. Il se leva silencieusement et tendit l'oreille. Les sons provenaient de la chambre des Élodie. La petite fille parlait dans son sommeil, prononçant des noms qu'Étienne n'avait jamais entendus dans la bouche de Claire. « Maman Sylvie, papa Henri, pourquoi vous partez ?» Ces prénoms résonnèrent étrangement dans l'esprit de Étienne. Sylvie, ce nom lui rappelait quelque chose, un souvenir enfoui qui refusait de remonter à la surface. Il retourna se coucher, mais le sommeil le fuyait désormais. Le lendemain matin, une découverte encore plus troublante l'attendait. En sortant nourrir les poules, il remarqua de petites empreintes de pieds nus dans la terre humide près du cellier. Des empreintes fraîches, de la taille de ceux d'Élodie. Pourtant, la veille au soir, il avait lui-même vérifié que toutes les portes étaient bien fermées et personne n'était sorti de la maison pendant la nuit. Il décida de ne rien dire, mais commença à observer plus attentivement ses invités. Claire semblait de plus en plus nerveuse au fil des jours. Elle sursautait au moindre bruit suspect, vérifiait constamment les verrous, et Étienne l'avait surprise plusieurs fois à scruter la lisière de la forêt, comme si elle s'attendait à voir surgir quelqu'un. L'après-midi même, leurs fragiles habitudes furent perturbées par l'arrivée inattendue de Madame Dubois, une voisine âgée qui habitait à quelques kilomètres. Elle apportait un gâteau aux pommes, ce qui était inhabituel, car elle n'avait jamais rendu visite à Étienne depuis les obsèques de sa femme. « Bonjour Étienne », dit-elle avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer sa curiosité. « J'ai entendu dire que vous aviez de la compagnie. » Étienne présenta brièvement Claire et Élodie sans donner de détails sur leur situation. Madame Dubois étudia longuement le visage de Claire, un pli soucieux barrant son front ridé. Quand elle remit le gâteau, Étienne remarqua qu'un petit papier était glissé sous l'emballage. Après le départ de la vieille dame, Claire découvrit le message. Elle lut les quelques mots griffonnés d'une écriture tremblante. « Nem tudo se esquece ». Bien que rédigé en portugais, le sens était clair.
tout ne s'oublie pas. Claire devint livide et froissa immédiatement le papier. Ses mains tremblaient visiblement. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Étienne avec douceur. « Je ne sais pas. » Mentit Claire, mais ses yeux fuyants trahissaient sa détresse, probablement une erreur. Ce soir-là, Étienne ne put s'empêcher de repenser à tous ces éléments troublants. Le collier enterré, les murmures nocturnes de Élodie, les empreintes mystérieuses, et maintenant ce message énigmatique. Claire et sa fille portaient manifestement des secrets bien plus lourds qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il se préparait à dormir, il entendit Claire pleurer doucement dans sa chambre. Ces étaient des sanglots étouffés, empreints d'une douleur profonde et d'une peur qu'elle s'efforçait de dissimuler le jour. Pour la première fois depuis longtemps, Étienne ressentit l'envie de consoler quelqu'un, de partager un fardeau qui semblait trop lourd pour des épaules si frêles. Il comprenait maintenant que l'arrivée de Claire et Élodie dans sa vie naine n'était pas le simple hasard qu'il avait voulu croire. Quelque chose de plus complexe, de plus dangereux peut-être, se tissait autour d'eux et il pressentait que les jours paisibles qu'ils venaient de vivre ne seraient bientôt plus qu'un souvenir. Les jours suivants s'écoulèrent dans une atmosphère de plus en plus tendue. Étienne remarquait que Claire évitait soigneusement de sortir de la propriété, prétextant toujours une tâche urgente à accomplir lorsqu'il proposait de l'accompagner au village pour les courses hebdomadaires. Élodie, elle, continuait ses étranges rituels près du puits, et Étienne l'avait surprise à plusieurs reprises en train de fredonner une mélodie qu'il ne reconnaissait pas. Une berceuse mélancolique qui semblait surgir d'un autre temps. Un matin de marché, Étienne décida de se rendre seul à Saint-Léon-sur-Vézère pour acheter les provisions nécessaires. Le trajet à pied lui prendrait une bonne heure, mais il avait besoin de réfléchir. Loin de l'atmosphère pesante qui s'installait progressivement dans sa demeure. Le village bourdonnait de son activité habituelle. Les marchands installaient leurs étals colorés sur la place principale. Les habitants échangeaient les derniers potins et l'odeur du pain frais se mêlait à celle des fromages et des fleurs fraîchement coupées. Cette normalité rassurante contrastait étrangement avec le mystère qui entourait désormais sa vie quotidienne. Alors qu'il achetait des légumes chez Monsieur Bertrand, Étienne remarqua un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle, étranger, âgé d'une trentaine d'années, déambulait entre les étals avec une nonchalance étudiée. Il était vêtu d'un costume de ville légèrement froissé, peu adapté à l'atmosphère rustique du marché. Ses yeux sombres scrutaient chaque visage, chaque coin de rue, avec une attention qui dépassait la simple curiosité touristique. « Excusez-moi » l'interpella l'inconnu en s'approchant d'Étienne. « Je suis marchand itinérant, nouveau dans la région. Vous ne connaîtriez pas par hasard une femme avec une petite fille qui aurait pu passer par ici récemment ? Je dois leur remettre quelque chose d'important. » La description était suffisamment vague pour paraître anodine, mais Étienne sentit immédiatement ses instincts d'alarme se réveiller. Quelque chose dans le regard de cet homme, dans sa manière trop insistante de poser des questions, lui rappelait des souvenirs qu'il préférait oublier. « Je ne vois pas de qui vous parlez », répondit-il sèchement, avant de s'éloigner rapidement. Mais l'étranger ne se découragea pas. Étienne le vit questionner la boulangère, puis le pharmacien, décrivant toujours cette mystérieuse femme et son enfant. Ces questions étaient formulées avec habileté, mêlant des détails précis à des généralités, comme s'il testait les réactions de ses interlocuteurs. Préoccupé, Étienne abrégea ses courses et prit le chemin du retour. Arrivé à mi-parcours, il eut la désagréable impression d'être suivi. Se retournant discrètement, il aperçut effectivement une silhouette au loin qui semblait emprunter le même sentier. Il accéléra le pas, utilisant sa connaissance parfaite du terrain pour semer son éventuel poursuivant à travers les raccourcis forestiers. De retour à la cabane, il trouva Claire dans un état de nervosité extrême. Elle faisait les 100 pas dans la cuisine, serrant Élodie contre elle comme pour la protéger d'un danger invisible. « Il faut qu'on parte », dit-elle dès qu'elle le vit entrer. « Maintenant, tout de suite. »« Que s'est-il passé ?» demanda Étienne en posant ses provisions. « J'ai vu quelqu'un dans la forêt.
Un homme qui observait la maison avec des jumelles. Il nous a trouvés, Étienne. Je le savais. Je savais que ça arriverait. Étienne lui raconta sa rencontre avec les étrangers au marché. Le visage de Claire se décomposa davantage à chaque détail. « Il pose des questions sur nous ?» murmura-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. « Des questions très précises », confirma Étienne, comme quelqu'un qui sait exactement qui il cherche. Claire s'effondra sur une chaise, Élodie toujours blottie dans ses bras. La petite fille, qui semblait comprendre la gravité de la situation, restait silencieuse, ses grands yeux bleus passant de sa mère à Étienne avec une maturité troublante. « Je ne peux pas vous mêler à ça, » chuchota Claire. « C'est trop dangereux. S'il nous trouve ici, vous... » « Qui est cet homme, Claire ?» l'interrompit Étienne avec une douceur ferme. « Et pourquoi avez-vous si peur ?» Pour la première fois depuis son arrivée, Claire sembla sur le point de tout révéler. Ses lèvres tremblèrent, ses yeux se remplirent de larmes, mais au dernier moment, elle se ressaisit. « Je ne peux pas vous le dire, pas maintenant. C'est trop compliqué, trop dangereux. »« Alors, nous ne partirons pas, » déclara Étienne avec une détermination qui le surprit lui-même. « Cette maison a déjà été un refuge par le passé. Elle peut l'être à nouveau. » Cette déclaration intrigua Claire. Elle leva vers lui un regard interrogateur. « Que voulez-vous dire ?» Étienne hésita un instant, puis se dirigea vers le vieux secrétaire en bois qui avait appartenu à sa femme. Il en sortit une lettre jaunie par le temps. « Ma femme, Marguerite, a écrit ceci peu avant sa disparition. » dit-il en dépliait le papier. Elle parlait de quelqu'un qu'elle avait aidé en secret des années auparavant. Une femme avec un enfant qui avait besoin de protection. Claire écouta attentivement pendant qu'Étienne lisait certains passages de la lettre. La similitude avec leur situation actuelle était troublante, presque surréelle. Elle écrivait « Certaines blessures ne sont pas les nôtres, mais elles saignent en nous quand même. » Je commence à comprendre ce qu'elle voulait dire. Ce soir-là, ils organisèrent discrètement la défense de la propriété. Étienne vérifia tous les verrous, s'assura que les volets étaient bien fermés et prépara même quelques outils qui pourraient servir en cas de nécessité. Claire, malgré sa peur, retrouva un peu de son calme en voyant la détermination de son hôte. Mais alors qu'il pensait avoir un peu de répit, Élodie fit une découverte qui allait encore compliquer leur situation déjà précaire. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil perçaient timidement à travers les volets clos, Élodie disparut de sa chambre. Claire la retrouva au grenier, fouillant dans de vieilles malles poussiéreuses, avec la détermination d'une enfant en mission. Parmi les livres jaunis et les journaux anciens, la petite fille avait déniché quelque chose qui avait attiré son attention. « Maman, regarde !» dit-elle en tendant une photographie encadrée à Claire. L'image était ancienne, légèrement décolorée par le temps. Elle montrait Marguerite, la défunte épouse d'Étienne, souriante dans le jardin de la propriété. Mais ce qui glaça le sang de Claire, ce fut de découvrir qu'une deuxième femme figurait sur cette photographie, une femme qui lui ressemblait de manière troublante. Cependant, le visage de cette personne avait été méticuleusement rayé au stylo, comme si quelqu'un avait voulu l'effacer de l'histoire. Les mains tremblantes, Claire examina attentivement la photo. La femme rayée portait une robe bleue identique à celle que Claire possédait elle-même et tenait la main d'une petite fille qui ressemblait étrangement à Élodie. Au dos de la photographie, une date était inscrite. Été 1998, les amis de toujours. Étienne, appela Claire d'une voix étranglée lorsqu'il monta voir ce qui se passait au grenier. Quand il vit la photographie, son visage se figea. Il la prit délicatement entre ses mains, l'observant longuement comme s'il découvrait un trésor perdu depuis des années. « Je me souvenais qu'elle avait aidé quelqu'un, » murmura-t-il. « Mais je n'avais jamais vu cette photo. Marguerite l'avait cachée ici. »« Cette femme, » commença Claire, la voix à peine audible. « Elle me ressemble, n'est-ce pas ?»« C'est plus que de la ressemblance, » admit Étienne, troublé. « C'est troublant. »
Claire sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'assit sur une vieille malle, tenant toujours la photographie. Des souvenirs enfouis commençaient à remonter à la surface. Des fragments de conversation qu'elle avait entendus dans son enfance. Des noms murmurés par sa grand-mère quand elle pensait que personne n'écoutait. « Élodie, dit-elle soudainement, va jouer dehors un moment. Maman doit parler avec Étienne. » La petite fille obéit sans discuter. Mais Claire remarqua qu'elle emportait discrètement un petit carnet qu'elle avait trouvé dans les affaires de Marguerite. Une fois seuls, Claire et Étienne se regardèrent en silence. L'atmosphère était chargée de questions non formulées et de révélations qui se profilaient. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » commença Claire, sa voix tremblant légèrement. « Mon vrai nom, ce n'est pas Claire. » Étienne attendit patiemment qu'elle continue, sans la presser. « Je m'appelle Camille, Camille Dubois. » Elle marqua une pause. « Et je pense que la femme sur cette photo pourrait être ma mère. » La révélation tomba comme un coup de tonnerre dans le silence du grenier. Étienne comprit soudainement pourquoi Madame Dubois avait eu cette réaction étrange lors de sa visite. Pourquoi elle avait scruté si attentivement le visage de Claire. « Votre mère a disparu quand j'avais 5 ans, » continua Camille. « Ma grand-mère m'a dit qu'elle était partie en voyage et qu'elle ne reviendrait plus. Mais parfois, tard le soir, j'entendais des conversations étranges. Il était question d'une maison dans la forêt, d'un homme bon qui aidait les gens en difficulté. Et maintenant, vous pensez que... » commença Étienne. « Je pense que ma mère a trouvé refuge ici, comme moi aujourd'hui, et que pour une raison que j'ignore, quelqu'un a voulu effacer sa trace de cette photo. » Soudain, des cris perçants montèrent du jardin. Camille et Étienne se précipitèrent vers la fenêtre du grenier. En bas, Élodie courait vers la maison, poursuivie par l'homme que Étienne avait aperçu au marché. Elle, étranger, était sortie de la lisière de la forêt et tentait d'attraper la fillette. « Élodie !» cria Camille en dévalant l'escalier. Étienne la suivit, attrapant au passage le vieux fusil de chasse qui ne lui avait pas servi depuis des années. Ils arrivèrent dans le jardin juste au moment où l'homme saisissait le bras d'Élodie. « Lâchez-la immédiatement !» ordonna Étienne en pointant son arme vers l'intrus. L'homme, surpris, leva les mains mais ne relâcha pas son emprise sur l'enfant. « Vous ne comprenez pas, » dit-il avec un accent étranger. « Cet enfant ne lui appartient pas. Elle a été enlevée. Je suis enquêteur privé. Je travaille pour la vraie famille. »« Mensonge !» s'écria Camille. « Élodie est ma fille !»« Prouvez-le !» défia l'homme. « Montrez-moi ses papiers d'identité, ses documents de naissance. » Le silence qui suivit fut éloquent. Camille réalisa qu'elle ne possédait effectivement aucun document officiel concernant Élodie. Dans sa fuite précipitée, elle avait abandonné tout ce qui pourrait permettre de les identifier. « Je vous laisse 24 heures. » reprit l'homme en relâchant finalement Élodie, qui courut se réfugier dans les bras de Camille. « Si vous ne pouvez pas prouver que cet enfant vous appartient légalement, je reviendrai avec les autorités. » Ilès éloigna lentement, mais avant de disparaître dans la forêt, il se retourna une dernière fois. « Au fait, Camille, dit-il avec un sourire glacial, votre grand-mère vous envoie ses amitiés. Elle se languit de vous revoir. » Cette dernière phrase eut l'effet d'une gifle sur Camille. Sa grand-mère était censée avoir disparu depuis des années. Comment cet homme pouvait-il prétendre l'avoir vue récemment? Ce soir-là, blotti contre Élodie dans leur chambre, Camille réalisa que les mystères de son passé et de celui de sa mère étaient bien plus complexes qu'elle ne l'avait imaginé. Et que le temps pressait pour découvrir la vérité avant que cet homme mystérieux ne revienne avec des renforts. La nuit fut agitée pour tous les habitants de la cabane. Camille ne parvint pas à fermer l'œil, ressassant sans cesse les paroles troublantes de l'enquêteur. Comment sa grand-mère, que tout le monde croyait disparue depuis si longtemps, pouvait-elle encore être en vie? Et surtout, quel rôle jouait-elle dans cette histoire qui devenait de plus en plus complexe? Au petit matin, Élodie se glissa discrètement hors de son lit et rejoignit Camille dans la cuisine. Elle tenait dans ses petites mains le carnet qu'elle avait découvert la veille dans les affaires de Marguerite. « Maman, »
chuchota-t-elle. Il y a des choses écrites dans ce livre, des choses sur nous. Camille prit délicatement le carnet usé. La couverture en cuir craquelé portait les initiales M, D, gravées en lettres dorées. À l'intérieur, l'écriture fine et élégante de Marguerite remplissait les pages d'observations détaillées, de dates et de noms. 15 juillet 1998. Lut Camille à voix haute. Isabelle est arrivée aujourd'hui avec sa petite Camille. Elle fuit quelque chose de terrible, mais refuse de me dire quoi. L'enfant a les mêmes yeux que sa mère, des yeux qui ont vu trop de choses pour son âge. Le cœur de Camille se serra. Isabelle était effectivement le prénom de sa mère. Elle continua à parcourir les pages, découvrant peu à peu l'histoire que personne ne lui avait jamais racontée. 20 juillet 1998. Isabelle me confie ses craintes. Sa belle-mère, Héléna Dubois, veut lui prendre Camille. Cette femme a des connexions dangereuses et n'hésite pas à utiliser des moyens peu orthodoxes pour arriver à ses fins. Isabelle parle de documents falsifiés, de témoins achetés. Étienne, qui venait de descendre, s'approcha pour écouter la lecture. Son visage s'assombrissait à mesure que les révélations se succédaient. 25 juillet 1988, poursuivit Camille. Isabelle a pris une décision courageuse. Elle va confier Camille à sa propre mère, loin d'ici, en espérant que Héléna ne la retrouvera jamais. Elle restera ici quelques jours encore pour brouiller les pistes, puis disparaîtra à son tour. « Votre grand-mère » murmura Étienne, comprenant soudain. « Elle vous a élevé en pensant protéger votre mère. » Camille tourna fébrilement les pages, cherchant la suite de l'histoire. Elle tomba sur une entrée datée du 30 juillet 1998. « Isabelle est partie ce matin. Elle m'a fait promettre de ne jamais révéler sa présence ici. Si quelque chose lui arrivait, je devais détruire toute trace de son passage. J'ai accepté, mais j'ai gardé cette photo et ce carnet. Un jour, peut-être, Camille viendra chercher des réponses. » Les mains tremblantes, Camille découvrit ensuite une page qui la concerna directement. 2 août 1998. Un homme est venu aujourd'hui. Il prétendait travailler pour Héléna Dubois et cherchait Isabelle. J'ai nié l'avoir vu. Il est reparti, mais je sens qu'il reviendra. J'ai rayé le visage d'Isabelle sur notre photo, au cas où. Héléna Dubois, répéta Camille lentement, ma grand-mère. Celle que je croyais si bienveillante. Elle se souvenait maintenant de certains détails troublants de son enfance. Les visiteurs étranges qui venaient parfois voir sa grand-mère, les conversations téléphoniques en langues étrangères et surtout cette autorité naturelle qu'Héléna exerçait sur tout son entourage. Il y a autre chose, dit Élodie en montrant une page vers la fin du carnet. Camille lut la dernière entrée, datée de quelques mois avant la disparition de Marguerite. 15 mars 2015. Héléna Dubois a retrouvé ma trace. Elle sait qu'Isabelle est venue ici. Elle me menace de révéler certains secrets si je ne lui dis pas où se cache sa belle-fille. J'ai refusé de parler. Elle m'a promis que ce silence me coûterait cher. J'ai peur pour Étienne. S'il m'arrivait quelque chose, j'espère qu'il trouvera un jour ce carnet et comprendra. Un silence lourd s'installa dans la cuisine. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une histoire de famille bien plus sombre que Camille ne l'avait jamais imaginée. « Votre grand-mère », dit Étienne d'une voix grave. « Elle a peut-être été responsable de ce qui est arrivé à ma femme. Et maintenant, elle veut récupérer Élodie, ajouta Camille en serrant sa fille contre elle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Soudain, un détail frappa Camille. Elle retourna aux premières pages du carnet et relut attentivement. « Étienne, dit-elle, l'excitation perçant dans sa voix. Regardez cette date. Quand ma mère est arrivée ici avec moi, j'avais 5 ans. Élodie a... quel âge exactement? 5 ans, répondit la fillette elle-même. Et vous, Camille, vous aviez quel âge quand vous avez trouvé Élodie? Demanda Étienne, commençant à comprendre où elle voulait en venir. Camille réfléchit intensément. Les souvenirs de ces derniers mois étaient confus, mélangés au cauchemar et au stress de la fuite. Je ne me souviens pas clairement comment Élodie est arrivée dans ma vie, admit-elle avec difficulté.
Tout s'est passé si vite. Il y a eu cet accident, cette période floue à l'hôpital, et quand j'ai repris conscience, elle était là. On m'a dit qu'elle était ma fille, et j'ai eu l'impression de l'avoir toujours connue. Étienne et Camille échangèrent un regard chargé de compréhension. Une terrible possibilité prenait forme dans leurs esprits. « Et si, murmura Étienne, Elena Dubois avait orchestré tout cela? Si elle avait manipulé vos souvenirs, falsifié des documents pour vous faire croire que Élodie était votre fille. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille? Demanda Camille, bouleversée. La réponse leur vint au même moment, terrible dans sa simplicité. Au loin, le bruit d'un moteur se rapprochait de la propriété. L'enquêteur revenait, et cette fois, il n'était pas seul. Le bruit des moteurs se rapprochait inexorablement de la propriété. Camille serra Élodie contre elle, tandis qu'Étienne se dirigeait vers la fenêtre pour observer les nouveaux arrivants. 3 véhicules noirs remontaient lentement le sentier forestier, soulevant un nuage de poussière dans l'air matinal. « Ils sont nombreux cette fois », murmura Étienne, en vérifiant que son fusil était chargé. « Je ne veux pas que tu partes, maman », chuchota Élodie, ses petits bras s'accrochant désespérément au cou de Camille. « Je ne partirai nulle part sans toi, ma chérie », répondit Camille, bien qu'elle-même ne soit plus certaine de rien. Les véhicules s'arrêtèrent devant la maison. L'enquêteur descendit du premier, accompagné de 2 hommes en costume. Du deuxième véhicule émergea une femme élégante d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés parfaitement coiffés et au regard d'acier. Camille reconnut immédiatement cette silhouette qui avait dominé son enfance. Elena Dubois, sa grand-mère. « Bonjour, ma chère Camille », dit Elena d'une voix douce mais ferme en s'approchant de la porte. « Tu m'as beaucoup manqué. »« Grand-mère », répondit Camille. La voix étranglée par elle, émotion. « On m'avait dit que tu avais disparu. Les nouvelles de ma disparition ont été grandement exagérées, » sourit Elena avec une ironie glaciale. « J'ai simplement préféré rester discrète ces dernières années. Maintenant, puis-je entrer? Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Étienne hésita, mais la curiosité et le besoin de comprendre l'emportèrent. Il ouvrit la porte, gardant néanmoins son fusil à portée de main. Elena entra avec l'assurance de quelqu'un qui a l'habitude de commander. Elle examina l'intérieur de la cabane avec un intérêt non dissimulé, s'arrêtant particulièrement sur la photographie que Camille tenait encore dans ses mains. « Ah, tu as trouvé cette vieille photo », remarqua-t-elle. Marguerite était une femme obstinée. Elle a refusé de collaborer jusqu'à la fin. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» demanda Étienne, la colère perçant dans sa voix. « Rien qu'elle n'ait mérité », répondit Elena avec un haussement d'épaules. Elle protégeait une fugitive, elle connaissait les conséquences. Camille sentit ses jambes faiblir. La vérité sur la disparition de Marguerite était encore plus terrible que ce qu'elle avait imaginé. « Maintenant, » continua Elena en se tournant vers Élodie, « venons-en au véritable sujet de ma visite. Cet enfant, Élodie est ma fille, » affirma Camille avec une détermination qu'elle était loin de ressentir. « Non, ma chère, » corrigea Elena avec un sourire condescendant. « Élodie n'est pas ta fille. Elle n'a jamais été ta fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie regardait alternativement Camille et Elena, commençant à comprendre que sa vie telle qu'elle la connaissait était sur le point de basculer. « Élodie est la fille d'Isabelle, » révéla Elena. « Ta propre mère, Camille. Cet enfant est ta demi-sœur. » La révélation frappa Camille comme un coup de tonnerre. Elle regarda Élodie avec de nouveaux yeux, cherchant désespérément des ressemblances qu'elle n'avait jamais remarquées. « C'est impossible, » balbutia-t-elle. « Ma mère a disparu quand j'avais 5 ans. Ta mère a refait sa vie, » expliqua Elena avec un calme déstabilisant. « Elle a eu une autre fille, mais quand elle a appris qu'elle était gravement malade, elle a voulu que cet enfant soit protégé. Elle t'a confié Élodie, pensant que tu saurais l'aimer comme ta propre fille. Mais mes souvenirs, » commença Camille. « Tes souvenirs ont été ajustés, » admit Elena. « Après ton accident,
Tu étais dans un état de vulnérabilité psychologique. Il a été relativement simple de te faire croire que Élodie était ta fille. Pour son bien, bien sûr. Étienne, qui avait écouté cette conversation avec une horreur grandissante, intervint. Vous avez manipulé la mémoire de Camille, vous avez joué avec sa vie, avec celle de cet enfant. J'ai fait ce qui était nécessaire, répliqua Helena froidement. Isabelle était mourante. Elle voulait que sa fille soit élevée par quelqu'un de confiance. Camille était le choix parfait. Alors pourquoi venir la reprendre maintenant ? Demanda Camille, les larmes aux yeux. Parce que tu as fui, répondit Helena. Tu as disparu avec l'enfant sans prévenir personne. J'ai été obligé de te retrouver. Je ne me souvenais de rien. J'avais peur, je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'impression d'être en danger. Ton subconscient a dû résister au conditionnement, analysa Helena comme s'il s'agissait d'un problème technique mineur. Peu importe. Maintenant que la vérité est révélée, nous pouvons corriger la situation. Corriger ? S'insurgea Étienne. Vous parlez de vies humaines, pas d'une comptabilité. Helena se tourna vers lui avec un regard méprisant. Monsieur Moreau, vous ne comprenez pas les enjeux. Cet enfant hérite d'une fortune considérable. Elle a besoin d'une éducation appropriée, d'un environnement stable. Elle a besoin d'amour, rétorqua Camille en serrant Élodie plus fort. Et je l'aime, qu'elle soit ma fille ou ma sœur. Ton amour ne suffira pas, trancha Helena. Et tu n'as ni les moyens ni les compétences pour élever correctement cet enfant. C'est alors que Élodie, qui avait gardé le silence durant tout cet échange, prit enfin la parole. « Je veux rester avec maman Camille », dit-elle d'une voix claire et déterminée. « Je ne veux pas partir avec la dame méchante. » Helena se tourna vers la fillette avec surprise. « Tu ne comprends pas, petite. Je suis ta grand-mère. Je veux seulement ton bien. » Maman Marguerite m'a dit dans mes rêves que vous étiez méchante, répliqua Élodie avec une sagesse troublante pour son âge. Elle m'a dit de ne jamais vous faire confiance. Cette déclaration inattendue bouleversa tout le monde présent. Helena pâlit visiblement, tandis que Camille et Étienne échangeaient des regards stupéfaits. La mention de Marguerite par Élodie créa un silence pesant dans la pièce. Helena, pour la première fois depuis son arrivée, sembla perdre de son assurance. Ses yeux se plissèrent dangereusement tandis qu'elle fixait la fillette. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Maman Marguerite vient me voir la nuit », répéta Élodie avec innocence. « Elle me raconte des histoires sur maman Isabelle et sur vous. Elle dit que vous avez fait du mal à beaucoup de gens. » Étienne sentit son cœur se serrer. Ces rêves de Élodie prenaient soudain une dimension différente. « Elle me dit aussi, » continua la fillette, « qu'il y a des papiers cachés dans le mur de la cave, des papiers qui prouvent que vous mentez. » Helena échangea un regard inquiet avec ses hommes. Elle n'avait manifestement pas prévu cette tournure des événements. « Des papiers ?» répéta Camille, intriguée. Étienne, mu par une intuition soudaine, se dirigea vers la cave. Les autres le suivirent. Helena tentant vainement de les dissuader. Dans la cave humide, Élodie désigna un endroit précis du mur de pierre. « Là », dit-elle simplement. Étienne examina attentivement l'endroit indiqué et remarqua effectivement que quelques pierres semblaient avoir été descellées puis remises en place. Avec l'aide de Camille, il dégagea les pierres et découvrit une cavité contenant une enveloppe en plastique étanche. À l'intérieur, ils trouvèrent plusieurs documents. L'acte de naissance original de Élodie, prouvant qu'elle était bien la fille d'Isabelle, et d'un certain Thomas Moreau, des lettres d'Isabelle expliquant ses dernières volontés, et surtout un testament légal désignant Camille comme tutrice légale d'Élodie. « Thomas Moreau », murmura Étienne en lisant le nom sur l'acte de naissance. « C était mon frère cadet. Il est parti pour l'étranger il y a des années. La révélation était stupéfiante. Élodie N était pas seulement la demi-sœur de Camille, elle était aussi la nièce d'Étienne. Isabelle a dû venir ici en sachant qu'Étienne était le frère de Thomas, réalisa Camille. Elle savait qu'il protégerait sa fille.
Elena, voyant que ses plans S écroulaient, tenta une dernière manœuvre. « Ces documents ne valent rien », déclara-t-elle avec véhémence. « Ils ont été falsifiés, contrairement aux vôtres », rétorqua Étienne en brandissant les papiers. « Ces documents portent les sceaux officiels et les signatures authentiques. Isabelle a tout prévu pour protéger sa fille de vos manipulations. » Camille découvrit également une lettre personnelle d'Isabelle qui lui était adressée. Les mots de sa mère, écrits peu avant sa disparition définitive, la bouleversèrent. « Ma chère Camille, si tu lis cette lettre, c'est que le moment de vérité est arrivé. Élodie est ta sœur, mais elle est aussi ton cœur. L'amour que tu ressens pour elle n'est pas le fruit d'une manipulation, il est réel et profond. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour elle, élevée avec l'amour qu'elle mérite. Elena essaiera de vous séparer pour s'emparer de l'héritage, mais ne la laisse jamais faire. Vous êtes une famille maintenant. » Étienne sortit alors de sa poche un dernier document qui fit l'effet d'une bombe. « Et voici, dit-il en le tendant à Elena, l'acte d'accusation que Marguerite avait préparé contre vous avant sa disparition. Elle avait tout documenté, vos manipulations, vos chantages, vos menaces. Elle l'avait confié à un avocat avec instruction de le remettre aux autorités si quelque chose lui arrivait. » Le visage d'Elena se décomposa complètement. Elle comprit que sa partie était perdue. « Vous ne pouvez pas prouver que j'ai... » commença-t-elle faiblement. Marguerite avait enregistré vos conversations, l'interrompit Étienne. Tout est documenté. Face à l'évidence, Elena n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Ces hommes et elle remontèrent vers leur véhicule sous le regard vigilant de Étienne. « Ce n'est pas fini, lança-t-elle avant de partir. J'ai des avocats, des relations, et nous avons la vérité, répliqua Camille avec une assurance nouvelle. Et l'amour, c'est largement suffisant. » Les véhicules s'éloignèrent dans un nuage de poussière, emportant avec eux des années de mensonges et de manipulations. Le soir même, Camille, Élodie et Étienne étaient réunis autour de la table de la cuisine. L'atmosphère était sereine pour la première fois depuis des semaines. « Alors, dit Camille en souriant à Élodie, tu es ma petite sœur finalement, et moi je suis ton oncle, ajouta Étienne avec une tendresse qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Ça veut dire qu'on est une vraie famille maintenant ? Demanda Élodie avec espoir. La plus vraie des familles, confirma Camille en l'embrassant, celle qu'on choisit et qu'on construit avec amour. Étienne regardait cette scène avec émotion. Sa cabane isolée était redevenue un foyer. Marguerite aurait été heureuse de voir que son refuge servait à nouveau à protéger ceux qui en avaient besoin. « Nous allons rester ici, » décida Camille. « Si tu veux bien de nous, Étienne. Cette maison a protégé ma mère. Elle nous a protégés, nous aussi. C'est ici que nous appartenons. Cette maison a besoin de vie, » répondit Étienne avec un sourire. « Et vous avez besoin d'un foyer, c'est parfait. » Plus tard dans la soirée, alors qu'Élodie dormait paisiblement, Camille et Étienne restèrent un moment sur la terrasse, contemplant les étoiles. « Crois-tu vraiment qu'Élodie parlait avec l'esprit de Marguerite ?» demanda Camille. « Je crois, » répondit Étienne, « que l'amour trouve toujours un moyen de protéger ceux qui lui sont chers, que ce soit à travers des rêves, des intuitions ou de simples coïncidences. » Au loin, dans la forêt, une chouette ulula doucement, comme pour approuver ses paroles. Film da Historia. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Camille, Élodie et Étienne vous a touché profondément. Cette histoire nous rappelle que la famille n'est pas seulement définie par le sang, mais par l'amour, la protection et les choix que nous faisons pour ceux qui nous sont chers. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes que celle-ci. Vous la trouverez en cliquant à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie humaine et les liens invisibles qui nous unissent. Ne manquez pas nos prochains contenus
Dites-nous dans les commentaires quelle émotion cette histoire a éveillé en vous. Nous vous attendons pour de nouvelles aventures narratives.